Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer notre débat sur un thème qui, moi, me plaît bien. C'est les PME cotées en bourse, outils de diversification du portefeuille. Dès qu'on parle PME, il y a toujours un petit peu de passion qui entre en jeu. Moi, ça me rajeunit beaucoup. Je revois toujours la création du second marché. Ça avait été un grand événement et un grand succès. Alors, si vous le voulez bien, on commence la séance comme du temps de la criée. Allez, c'est parti. Je vous présente les gens qui sont avec nous. C'est monsieur Jean-Bernard Fernand-Hénard, qui est directeur commercial chez Nice Euronext. Nous avons monsieur Stéphane Roulois, directeur financier à la société de bourse Gilbert Dupont. Tout d'abord, Jean-Bernard, les PME, qu'est-ce que ça représente en bourse, aussi bien en nombre de sociétés cotées que pour le financement? Bonjour à tous. Quelques chiffres, effectivement. Donc, sur nos 4 places, je vous rappelle qu'Euronext, nous sommes une fédération de bourses continentales sur les marchés actions, Amsterdam, Bruxelles, Paris et Lisbonne. Et on a un marché dérivé à Londres également. Alors, pour répondre à votre question, nous avons actuellement 1300 valeurs cotées dans les 4 pays de la zone Euronext, 300 sur le marché libre, 1000 sur les marchés réglementés. Et sur ces 1000 valeurs, on va dire que 80% d'entre elles, ce sont des PME. Donc ça représente une grande majorité de la cote. Qu'est-ce que vous appelez PME? Ça commence où quand même? Parce que là, 80%, c'est énorme. Il n'y aurait que 200 grosses valeurs dans toute Euronext? Non, alors la dimension intègre, notre cote est divisée en compartiments, A, B, C. Les grosses valeurs, c'est au-delà d'1 milliard de capitalisation. Voilà, 1 million. Et donc tout le reste de la cote, le compartiment B, le compartiment C et Alternex, on reviendra peut-être plus tard sur Alternex, ça représente ces 800 valeurs. 20% de plus d'1 milliard, 80% en dessous de capitalisation boursière. Voilà, c'est bien absolument. D'accord. Absolument. Alors ça donne une idée de la dimension et de l'importance des PME en bourse. Et maintenant, comment sont-elles financées, ces PME? Alors le financement, effectivement, on peut vous donner 3 chiffres intéressants. Aujourd'hui, au niveau des entreprises globalement, et c'est encore plus vrai pour les PME, 92% du financement est bancaire, 7% par le private equity et uniquement 1% par ce qu'on appelle le public equity, donc la bourse. Donc c'est à la fois très peu et c'est également porteur d'opportunités pour l'avenir. On ne peut que faire mieux. Absolument. J'espère, quand même. On l'espère. Alors, Stéphane, maintenant, on a vu ce que c'était les PME pour la bourse. On va regarder maintenant ce qu'elles représentent pour le tissu économique français. Et puis, vous nous donnerez aussi quelques-unes des performances. Oui, bonjour à tous. Je rebondis par rapport aux PME. On est juste en train de parler, au niveau du tissu économique de la France, c'est 60% de nos emplois. Ouais. Donc là, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le poumon de l'économie de la France, ouais. Et elles ont un rôle central à jouer dans l'avenir de l'économie. Ouais. Excusez-moi, on parle de la même chose. Hein. C'est grosso modo des valeurs en dessous du milliard de capitalisation. Grosso modo, et voilà. Qui font 60% des emplois de la France. Exactement. C'est considérable. Et donc alors après, quand on rebondit sur la bourse, qu'est-ce qu'on vient chercher en bourse? La bourse rémunère la croissance rentable. Donc quand on est une PME qui fait un petit chiffre d'affaires d'une centaine de millions d'euros, la probabilité que ce chiffre d'affaires double est plus forte que par rapport à une entreprise du CAC 40. Donc là, ça se traduit au niveau des chiffres. Là, si vous permettez, Jean-Pierre, j'ai fait une petite comparaison entre le CAC 40 et quelques valeurs de l'indice Small and Mid CAC 190. J'ai pris une valeur comme Sanofi. C'est-à-dire que sur 5 ans, quand on regarde, le CAC 40 a quand même perdu 35%. Donc c'est vrai qu'on vit. Vous ne prenez pas les meilleures années quand même de la bourse. Jean-Pierre, on est aujourd'hui. Enfin voilà, malheureusement, c'est ce que je dis toujours. J'ai raté la crise de 29, mais depuis 2007, j'ai cette chance-là, 2007-2012. Et donc ça se traduit effectivement, je répète, le CAC 40 moins 35%. Néanmoins, dans le CAC 40, on a quelques valeurs qui ont réussi à surperformer, notamment Sanofi. Je pense que Sanofi, c'est une valeur que vous appréciez beaucoup vous-même, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Sanofi fait plus 10% sur cette période-là. Et j'ai regardé au niveau des valeurs moyennes, une valeur qui s'approcherait le plus de Sanofi, j'ai trouvé les laboratoires Boiron, qui font de l'homéopathie. On n'est plus à plus 10%, on est à plus 40% sur cette même axe de temps. Ouais. Oui, Jean-Pierre? Oui, non, il est vrai qu'il y a des exemples qui sont formidables, mais ça concerne quand même que les pépites, parce qu'il y a tout le peloton après des valeurs moyennes qui sont plus difficiles à... Oui, mais alors là, si on pourrait dire la même chose du CAC 40,
enfin, je vais rester poli, mais je ne vais pas parler de France Télécom, d'Alcatel, qui ont un parcours boursier depuis les 10 dernières années. Enfin, on sait ce qu'il est, ouais. Vous me prenez les bonnes d'un côté, les mauvaises de l'autre, là, quand même. Non, je veux dire, le problème de la bourse, ça ne concerne pas uniquement le CAC 40 ou les valeurs moyennes. Il faut être très sélectif dans son choix. Absolument. À partir du moment où vous avez sélectionné la bonne pépite, vous avez fait le bon choix. Vous demandez à Warren Buffett, il a choisi ses valeurs à l'époque, il dort dessus maintenant. Ouais. Absolument, c'est toute la valeur de ce qu'on appelle le stock picking, c'est-à-dire le Exactement, choix des valeurs pour Exactement, la qualité elle-même de la valeur. Hein, tout à fait, oui. Jean-Bernard, je vais revenir avec vous maintenant. On a vu tout ça hein, pour favoriser. Parce qu'on voit que la bourse, on en parle quand même pas assez, je trouve, des valeurs moyennes. Donc, pour favoriser les valeurs moyennes, la bourse, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle ? Vous avez des idées quand même là-dessus. Absolument. Alors il y a ce qu'on fait déjà et ce qu'on peut faire de mieux pour l'avenir. Donc on a des équipes dédiées, hein, on a toute une direction commerciale qui s'occupe de la relation avec les émetteurs au quotidien. On a un site internet, on entretient des relations par tout vecteur et par tout moyen. Et par ailleurs, on réfléchit dans le cadre de réflexion de place. Vous avez peut-être entendu, il y a beaucoup de rapports en ce moment. On a beaucoup entendu parler du rapport Gallois, mais avant le rapport Gallois, il y avait le rapport Ramex-Gianni. Et on a Ramex, qui est le président de l'AMF. Absolument. Hein. Et on a nous-mêmes répondu, on a créé un comité d'orientation stratégique, on a réuni des acteurs de toute la place, et une trentaine de préconisations ont été faites là, il y a quelques semaines, et on est en train de travailler concrètement pour les mettre en œuvre. Et l'année prochaine, on va mettre l'accent sur, alors appelons-le bourse de l'entreprise, bourse des PME dans notre jargon, mais l'idée c'est de réunir les valeurs qui sont sur ces segments du compartiment BC et Alternext, et de pouvoir les mettre sous les feux de la rampe, développer des actions commerciales, mettre en place de nouvelles initiatives, réfléchir à des tarifications plus incitatives, travailler en liaison avec nos brokers sur une meilleure couverture par les analystes. Enfin, je ne vais pas vous dévoiler les 30 préconisations, mais on est en train d'y travailler d'arrache-pied avec tous nos partenaires, les banquiers, les brokers, le régulateur, le Bercy, et l'idée étant d'essayer de tous se mobiliser pour faire en sorte que le financement de ces sociétés qui sont l'avenir de notre pays se fasse du mieux possible par le marché. Ça vaut le coup, allez-y, travaillez beaucoup et travaillez vite, ça vaut le coup, vraiment ça. Alors, les introductions, Stéphane, il y en a encore. Oui, les introductions, je reviendrai toujours, moi, parce que c'est mon modèle. Sur le second marché, je me rappelle que lorsque j'étais journaliste, je disais chaque fois qu'il y a une introduction en bourse, je fais une interview, je donne 2 minutes au chef d'entreprise pour se présenter, puisque par principe, quand elle arrive en bourse, la valeur moyenne, on ne la connaît pas. Donc je faisais ça, et j'ai eu des époques où j'en avais 1 ou 2 par semaine, j'étais content, et puis j'ai eu des époques où j'en avais 1 tous les jours, et j'ai eu pendant une époque où j'étais obligé d'arrêter parce que je n'avais pas assez d'interviews pour pouvoir les faire toutes. Alors, après, il y a eu un no man's land, on n'avait plus d'introduction, on en est en ce moment. Je ne vous cache pas que le marché primaire est très compliqué. Là, dans le contexte actuel, les investisseurs sont très frileux. Néanmoins, je parle au niveau de Gilbert Dupont, on a eu la chance cette année de pouvoir réaliser quelques IPO. Notamment, je peux vous donner quelques exemples. On a introduit EOS Imaging. Je ne sais pas si ça vous parle, Jean-Pierre. C'est une société qui est spécialisée dans l'imagerie médicale. Ah oui. Donc on dit, bon, effectivement, rien de particulier, sauf que derrière, quand on creuse un peu ce dossier, à l'origine de cette société, c'est Georges Charpak, le prix Nobel de physique en 92. Grâce à sa découverte, il a mis un procédé révolutionnaire concernant l'imagerie médicale. Ça concerne notamment les orthopédistes et pour les radiologues. Quand ils font des radios, les patients n'ont plus besoin d'être allongés. Pour leur posture, ils restent debout. Donc en termes de diagnostic, on est beaucoup plus précis. Et donc là, qu'est-ce que cherchait EOS Imaging en rentrant sur le marché? Donc du carburant pour développer sa croissance. Elle avait besoin de fonds pour communiquer et développer son réseau commercial à l'international. C'est ce qu'on a réussi à faire en l'accompagnant. Ouais. J'ai un autre dossier qui est également très, très passionnant, c'est Global Bioénergie. Donc Global Bioénergie, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui a un procédé révolutionnaire. Elle est à partir d'un dérivé du sucre, de l'isobutène, elle est capable de produire du pétrole, du carburant. Donc, avant de venir nous voir, elle était capable, au niveau laborantin, c'est-à-dire de concevoir 1 litre de carburant. Et là, le but, c'est de concevoir au niveau industriel. Donc, de 1 litre, passer carrément à plusieurs mètres cubes. Et ces valeurs sont introduites sur quel marché? Ces valeurs-là, qui ont un fort potentiel de développement et de croissance, sont sur Alternext. Alternext, Jean-Bernard, ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est un marché à vous, ça hein? Absolument. C'est notre marché dédié aux valeurs de croissance. Il existe depuis 2005. On a 183 sociétés cotées sur Alternext, dont 166 à Paris. Et c'est un marché qui pèse plusieurs milliards d'euros de market cap et qui permet une acclimatation
au marché réglementé parce que les exigences sont un tout petit peu moins lourdes que sur la cote Eurolist. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que les pépites d'Alternex grossissent et ensuite passent au compartiment C, puis au compartiment B et peut-être compartiment A ou au CAC 40 pour les plus brillantes d'entre elles. Au-dessus du milliard à ce moment-là de capitalisation, ce que nous disions tout à l'heure. J'aime beaucoup votre approche, on a parlé tout à l'heure du stock picking, du choix de la valeur pour la valeur. J'aime beaucoup votre approche, Stéphane, parce que tout le monde, tous les gérants, ils cherchent bien sûr la société bien gérée, qui a des bons produits à vendre, mais on ne cherche peut-être pas toujours assez, comme vous nous l'avez cité. En plus de tout ça, en plus d'être bien sur tous les fronts, tous les points, c'est d'avoir une particularité, d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Et le gérant qui trouve cette particularité, en général, il tire remarquablement bien son épingle du jeu. Le problème des PME, d'ailleurs, il faut bien le dire, ça fait partie de la communication. C'est la communication, les PME, parce que les analystes financiers les oublient un peu. C'est vrai que pour un analyste financier, il faut qu'une opération soit rentable, mais je me rappelle toujours, moi, dans le temps, au marché, 450 valeurs cotées. Il y avait, on faisait les comptes, je faisais ça, c'était avec l'AMF. On avait 50 valeurs qui bénéficiaient d'une analyse par an. Et il y en avait 400 qui servaient à rien. Alors aujourd'hui, Stéphane. Déjà, si je peux me permettre, au niveau de Gilbert Dupont, on a un bureau de recherche qui comporte une dizaine d'analystes. On suit déjà 150 valeurs. Mais 150 petites ou 150 de valeurs moyennes, justement. De valeurs moyennes. Ah, oui. Gilbert Dupont, pardon, j'ai oublié de me présenter la structure. On est le spécialiste des valeurs moyennes sur la place parisienne. Donc avec notre bureau d'études d'une dizaine de collaborateurs, on suit 150 valeurs moyennes. Rien que vous, 150 valeurs. À notre niveau, déjà 150. C'est quand même un problème. Il est sûr que société de bourse comme vous, elle va analyser, un analyse financier, c'est payé cher. Pour analyser une valeur, il lui faut plusieurs jours. Il faut qu'il se rende sur place. Une moyenne, elle peut être dans le Massif central, dans les Vosges, n'importe où. Un coût d'analyse, c'est important. Et vous aussi, quand il revient l'analyste, et puis que vous sortez votre analyse, et puis qu'il y a un ordre de 25, et puis que c'est fini, vous avez perdu votre chemise. C'est vrai que le marché des valeurs moyennes sur le secondaire est très compliqué actuellement. Ouais. En termes de rémunération, enfin, la rentabilité est difficile à obtenir. Ouais. Oui, mais d'un autre côté, c'est extrêmement important. Dans vos 30 mesures, il n'y a pas quelque chose pour aider un petit peu les valeurs moyennes à communiquer? C'est prévu. On ne peut pas vous donner tous les éléments aujourd'hui parce que les discussions sont en cours et normalement une communication sera faite avant Noël, mais la composante financière est évidemment un point déterminant. Il faut essayer de trouver le meilleur écosystème possible pour permettre la meilleure couverture en termes d'analyse financière possible. Et derrière, ça, il faut vraiment de l'amélioration pour les aider à communiquer. C'est ce que me disaient toujours ces chefs d'entreprise de valeur moyenne. Quand on voit les grosses du CAC, ils ont un service communication avec du personnel, tandis qu'elles, les petites, elles n'ont pas ça. C'est le patron qui fait la communication, mais ça lui prend énormément de temps. Enfin, c'est le dirigeant. S'il veut faire de la communication un peu humaine, il faut faire des réunions d'actionnaires, il faut faire des publications de résultats, etc. Mais tout ça, c'est payant. Ils n'ont pas le fric en plus pour le faire. Là, je crois qu'il faut vraiment qu'on les aide du côté de la communication. Internet permet beaucoup de choses maintenant. Alors ça c'est vrai, j'oubliais que depuis avec Internet ils peuvent quand même, ça manque un petit peu d'humanité peut-être parce que c'est important de rencontrer son actionnaire, hein, on le voit ici. Mais ça ouvre l'Internet ou permet quand même ce qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Ça c'est vrai. Alors les PME, ma foi, hein, on le sait, on s'en doute. Ce sont les vedettes de demain. Le tout, c'est de choisir la bonne, c'est de choisir la pépite. Mais enfin, celui qui, il y a une dizaine d'années, avait choisi Essilor, hein, les lunettes, Gemalto, les puces pour les cartes à puces, Institut Mérieux, ils n'ont pas à le regretter, ces gens-là. Hein. Jean-Pierre, si vous me permettez, juste un dernier point. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai parcouru les allées du salon et je suis tombé sur la lettre de la bourse de ce jeudi 22 novembre qui met en exergue le thème de notre atelier. Hein. Et pour la 10e fois en 13 ans, le compartiment des valeurs moyennes de la côte parisienne bat l'indice CAC avec 14% de progression depuis le début de l'année. Et il cite en exemple quelques très belles pépites qui ont fait plus 122% pour Nicox dans les technologies médicales de pointe, 107% pour Eurofins, 65% pour Hologramme, 50% pour AC Group. Donc, y compris dans un marché
difficile, on peut vraiment trouver... Artprice a également très bien tiré. Absolument. Et puis, il y a un truc tout à fait... Alors, c'est tellement exceptionnel, on n'ose pas le dire. C'est SIPH, une filiale de Michelin, je crois, les plantations d'EVA. C'est combien 1200 fois. Ils ont multiplié par 1200 fois leur cours. C'est pour ça, typiquement, au lieu de jouer... Mais là, c'est vraiment le gros lot. Et ça, là, justement, l'actionnaire aurait pu se poser la question, au lieu d'investir sur Michelin, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu investir directement auprès de la filiale? Ah ben, ça, là, sûrement, dans ce cas-là, c'est très probablement.